Cet après-midi, je vous raconte un maître des relations internationales, un homme politique qui a fait sa loi, celui que l'histoire a surnommé le pèlerin de la paix, ou la véritable histoire d'Aristide Briand, le brillant diplomate. Justement, quelle loi emblématique de notre République lui doit-on ? Quel rôle a-t-il joué durant la Première Guerre mondiale ? Comment a-t-il œuvré pour la paix entre les nations ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en juin 1902 au Palais Bourbon à Paris et les nouveaux députés de gauche alliés aux radicaux savourent leur victoire aux élections législatives. C'est le cas de Jean Jaurès qui a une discussion de couloir avec le député Charles Benoît, très à droite sur l'échiquier. Avec sa tête pleine de majesté et son poitrail d'orateur, Jaurès est le fondateur mythique du Parti socialiste. C'est le député des mineurs et des ouvriers et l'un des porte-voix du projet de séparation des églises et de l'État. Lorsque Jaurès voit arriver son poulain, le secrétaire du Parti socialiste, son collègue royaliste, croit voir arriver une sorte de clochard égaré à la Chambre. « Qu'est-ce que celui-là » lui demande Benoît incrédule. « Mais c'est l'un des nôtres » lui répond Jaurès, le fameux Aristide Briand. C'était un personnage qui paraissait avoir la quarantaine, se souvient le député Benoît, mais qui la traînait avec lassitude, comme s'il avait trop cheminé, tout le corps affaissé et démis, les jambes molles, une épaule haute, le buste un peu de travers, dont l'aspect entier disait le désordre et la fatigue, depuis le visage jusqu'aux vêtements et aux chaussures. Le député Benoît lui reconnaît une bonne tête, un regard intelligent, profond et rieur, qui illumine des yeux bleu-vert voilés de gris. Mais ce qui choque le député, c'est cette tignasse invraisemblable, pour reprendre ses mots, ses cheveux en bataille qui couvrent ses oreilles de deux grosses touffes, sans parler de sa moustache épaisse et de sa bouche au coin tordu de laquelle pendait, collé par une parcelle de papier roussi, un vieux bout de cigarette. C'est un véritable personnage de série qui entre à l'hémicycle en ce début de XXe siècle, une sorte de Colombo avant l'heure qui va devenir un acteur clé du long péplum de la Troisième République. Car ne vous y trompez pas, derrière ces apparences de poète ébouriffé se cache un véritable animal politique et rien de moins que le premier secrétaire du Parti socialiste de Jean Jaurès. Aristide Briand, nantais d'origine, vient bien d'avoir 40 ans lorsqu'il est élu au premier tour ce 27 avril 1902, député de Saint-Étienne, où il a été parachuté sans connaître personne, seulement 12 jours avant son élection. C'est un brillant avocat, défenseur de la veuve et de l'orphelin, aussi connu pour être l'apôtre de la grève générale, mais toujours pacifique. Il a été élu sur la journée de 8 heures pour les travailleurs, mais aussi sur la séparation des églises et de l'État, qui fera bientôt de lui, au début de sa carrière, une légende. Car c'est bien à lui que l'on doit la célèbre loi de 1905 sur la laïcité, toujours en vigueur aujourd'hui. Le 21 mars 1905, les débats sur le projet de loi de séparation des églises et de l'État s'ouvrent à la Chambre des députés. Aristide Briand est le rapporteur de la commission qui a planché pendant plus de 3 ans sur ce qui va bientôt devenir un monument législatif. Il est là, assis sur son banc, les yeux mi-clos, la cigarette aux lèvres, écoutant distraitement les orateurs qui se succèdent comme un chat tranquille qui en réalité guette sa proie. Il monte à la tribune, et bien plus que ses mots, ce sont ses gestes et sa voix de violoncelle qui envoûtent son auditoire. Plus de 3 ans d'un travail acharné, oui, avec 3 collaborateurs, catholiques, protestants et juifs, pour aboutir à cette supplique républicaine de l'article 1. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. C'est une révolution qui renverse la table du Concordat de 1801, qui ne reconnaissait que 3 religions officielles et dont les ministres du culte étaient alors payés par l'État. Désormais, selon l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est un prodige de simplicité et de libéralisme puisque chacun est désormais respecté dans sa croyance, quelle que soit sa religion. Les 45 articles sont examinés, les 45 articles sont adoptés, les uns après les autres, à la Chambre.
Briand est l'âme de cette loi et la coqueluche du moment, à tel point que ni le président du Conseil Rouvier et encore moins le ministre du culte Bienvenu Marin n'interviennent. Briand fait subir aux députés, pour reprendre l'expression de l'un de ses biographes, André Suarez, l'extraordinaire tyrannie de son charme. D'ailleurs, en coulisses, il œuvre comme un beau diable. Un soir, ses 3 collaborateurs le retrouvent dans l'appartement parisien du journaliste Jean de Bonnefond, en compagnie de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Fuset. Ayant déjà pris le climat de la maison et le ton d'église qui convenait à ses hôtes, continue Suarez, il leur promet que la hiérarchie catholique ne sera pas affectée par ce projet de divorce républicain qu'il veut à l'amiable. Aristide Briand use du charme, de la menace parfois, et fait preuve d'une hauteur de vue qui emporte finalement la décision. Car après l'affaire Dreyfus, il doit à tout prix éviter une guerre civile. C'est pourquoi il prend soin de ménager les députés catholiques, afin de ne pas, je cite, faire une loi qui soit braquée sur l'Église comme un revolver. La loi, chef-d'œuvre de la laïcité, est votée le 3 juillet par les députés et le 6 décembre par les sénateurs selon les désirs de Briand, sans violence, sans secousse et sans heurts. Elle est promulguée le 9 décembre 1905. Cet événement fait dire à Jaurès à la cantonade « Ce Briand tout de même, il aura une page dans l'histoire ». Le voilà maintenant ministre de l'Instruction publique et des cultes en 1906, courtisé par le beau monde. C'est le début d'une grande carrière ministérielle. On l'adule autant qu'on le déteste. Les plus gentils parlent de lui comme d'un grand endormeur en hommage à ses talents de diplomate. C'est justement en 1912, comme ministre de la Justice, qu'il s'initie aux affaires étrangères. Il traverse volontiers les Tuileries et la Seine pour venir de la place Vendôme jusqu'au Quai d'Orsay. C'est là qu'il retrouve le président du Conseil, Raymond Poincaré, également ministre des Affaires étrangères, qui se délecte de sa finesse d'esprit et d'analyse. Il s'asseyait près de moi, se souvient Poincaré. Je lui lisais les dépêches et les télégrammes de nos agents et nous échangions nos idées sur les événements. Je ne me lassais pas d'admirer, continue-t-il, sa pénétration, sa sensibilité tactile, son charme un peu félin. Puis, c'est comme président du Conseil en 1913 que Briand prend conscience de la menace allemande qui dispose désormais d'une armée de 850 000 hommes. Les 520 000 soldats français ne feront pas le poids en cas de guerre, il le sait. Briand propose donc en urgence une loi établissant le service militaire à 3 ans au lieu de 2 et qui permettra de mobiliser environ 200 000 soldats en plus. La loi sera votée le 19 juillet 1913 sous les hurlements de la gauche pacifiste qui voit en lui un traître et un criminel. Pourtant, Briand ne veut pas la guerre. « Je veux éviter une boucherie », explique-t-il à ses collègues outrés. Il doit faire face à un déferlement de haine, mais la cuirasse de Briand est à toute épreuve. Et surtout, les événements vont lui donner raison. Le 31 juillet 1914, à 18h30 au Quai d'Orsay, Briand attend de voir le président du Conseil, René Viviani, également ministre des Affaires étrangères. Il voit sortir de son bureau l'ambassadeur allemand von Schoen, le visage blanc comme un linge, qui est venu l'informer que l'Allemagne a proclamé l'état de siège. Suite à l'entrevue avec l'ambassadeur, Viviani s'entretient avec Briand. Tous les deux savent que la guerre est proche. À 21h40, Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain, un déséquilibré d'extrême droite au Café du Croissant près de l'Humanité. À 23h, Briand note dans son calepin « Mort de Jaurès ». Un monde s'écroule. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'Europe s'apprête à sombrer dans les ténèbres et Briand a enfilé son costume de chef de guerre. Le 27 août 1914, au palais de l'Élysée, se déroule le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement Viviani. La situation militaire est très grave et Joffre a ordonné une retraite pour éviter la déroute. Les Allemands sont sur la Somme. Pour Joffre et ses stratèges, il faut abandonner Paris. Briand, vice-président du Conseil, s'insurge et refuse d'abandonner la capitale sans tirer un coup de fusil. Joffre en a de bonnes, dit-il. Il me fait l'effet de cet homme dans la rue qu'arrête un bandit et qui lui remet tout ce qu'il possède, son portefeuille, sa montre, et qui s'en va ensuite très content de lui en répétant « Tout ça ne compte pas, il ne m'a pas pris mon revolver ». C'est le gouvernement qui prend finalement la décision de quitter Paris le 2 septembre à la nuit tombée dans un train spécial direction Bordeaux
mais avec les consignes laissées au général Gallieni de défendre Paris à outrance. Briand est écœuré par ce départ sans gloire, mais sa voix de défendre Paris a bien été entendue. Le lendemain, Gallieni adresse son célèbre message aux Parisiens. « J'ai reçu la mission de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. » Briand est agacé par le bourdonnement des oisifs à Bordeaux. Il se rend à Paris et assiste avec Gallieni à l'annonce de la bataille de la Marne le 11 septembre. Le lendemain, il se rend sur le champ de bataille et découvre des rangées de cadavres fauchés par la mitraille, des fosses communes et l'horreur des hôpitaux en campagne. Le capitaine Gueuzy, qui l'accompagne, le voit chanceler en sentant l'odeur effroyable du charnier. Peut-être est-ce un jour fondateur, celui qui va transformer Briand pour toujours et faire de lui un homme de paix. Très vite, il va même confier au ministre des Travaux publics, Marcel Sembat, la mise en place après-guerre d'un système qui rendrait les agressions internationales impossibles. Mais pour l'heure, Briand, qui deviendra l'apôtre de la paix, se fait chef de guerre. Le 29 octobre 1915, il est nommé président du Conseil, faisant preuve d'autorité, de diplomatie et d'initiative stratégique, comme l'explique son biographe qui est notre invité cet après-midi, Gérard Ringer. L'un de ces coups d'éclat se déroule le 24 février 1916 au grand quartier général de Chantilly en présence de Joffre. Le 21 février, les Allemands ont attaqué Verdun et les officiers français s'apprêtent à céder du terrain. Au QG, Briand entend des mots qui l'ulcèrent. Ce n'est qu'un point géographique après tout. Briand, contrairement à son habitude, explose en tapant du poing sur la table. Abandonner Verdun, mais ce serait déserter devant l'ennemi. Ce jour-là, le commandant en chef n'aurait pas à me donner sa démission, expliquera-t-il plus tard. Je l'aurais démissionné avant. À la fin de cette réunion, Joffre s'aligne sur Briand et déclare « Je partage absolument son point de vue. Pas de repli sur la rive gauche, on se battra jusqu'au bout. » Mais qui se souvient que Briand était à la tête du pays au moment de ce combat décisif, se questionne Gérard Ringer. Car le mythe de Verdun s'est construit sur cette décision fondatrice. Et on la doit à Aristide Briand. Il va préparer le terrain à Clémenceau, qu'on surnommera le Père la Victoire, et qui se gardera bien, nous explique Gérard Ringer, de reconnaître ce qu'il lui doit. Peu importe. Lorsque la fin de la guerre arrive enfin, le 11 novembre 1918, Aristide Briand se réjouit comme tout le monde en simple citoyen qu'il est redevenu, mais non sans amertume. Car il n'est pas associé à la victoire. On n'a-t-elle pas un pur sang avec une grenouille, aurait dit Clémenceau à la fin de la guerre, refusant de le faire entrer dans son gouvernement. Ce à quoi Briand lui aurait répondu par parlementaire interposé « De ce qu'un cheval de fiacre envoie des ruades dans les caissons de la voiture, il n'en faut pas déduire que c'est un pur sang. » Bonjour l'ambiance. Le 28 juin 1919, Clémenceau signe le traité de Versailles à la Galerie des Glaces du château. « Nous avons fait de notre mieux et le plus rapidement possible, dira le vieux tigre, âgé de 78 ans. Après tout, la France retrouve l'Alsace et la Lorraine, et l'Allemagne, par l'article 231 du traité, est reconnue entièrement responsable du déclenchement de la guerre, avec pour conséquence des réparations financières très lourdes, trop lourdes, disent les Anglais et les Américains. À chaque interlude dans la vie d'Aristide Briand, on le voit pêcher à la ligne dans sa propriété de Cocherel dans l'Eure. Raymond Escolier le décrit dans Souvenir parlé de Briand, paru en 1932, comme attendant son heure, regardant les hommes et les événements évoluer, avec ce don d'observation comparable à celui d'un pêcheur d'ablette, d'un chasseur de blaireaux, d'un flibustier des Caraïbes. Lorsqu'on lui annonce qu'il est nommé président du Conseil le 16 janvier 1921, à l'âge de 59 ans, il assiste au repas de mariage de son neveu Charles Billiot au restaurant La Rue, place de la Madeleine. Il réagit avec flegme mais se penche sur les jeunes mariés qui lui confient avoir des difficultés à se loger. Quelle drôle de vie! Vous cherchez un appartement et à moi qui n'en ai pas besoin, on vient de m'en proposer un. En devenant président du Conseil, Aristide Briand joue la partition du respect intégral du traité. Occupation de la Rhénanie, désarmement du Reich et réparations allemandes élevées. C'est la seule musique que l'opinion publique française est alors capable d'entendre. Et pourtant, il sait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Oui, bon, l'équation est simple. L'Allemagne doit se redresser économiquement pour pouvoir payer les réparations, ce qui constituerait à nouveau une menace pour la France.
Lorsque s'ouvre la conférence de Cannes le 4 janvier 1922, Briand se rallie donc logiquement à une baisse du montant des réparations en échange de la protection militaire des Anglais et des Américains. Mais l'heure de la conciliation avec l'Allemagne n'a pas encore sonné. Les esprits ne sont pas prêts. Briand démissionne le 12 janvier 1922 en lâchant ces mots ironiques et pleins de panache. « Voilà ce que j'ai fait, voilà où nous en étions quand j'ai quitté Cannes, d'autres feront mieux. » Il lui faudra encore 3 ans de pêche à la ligne avant de revenir aux affaires. Le 17 avril 1925, mais comme ministre des Affaires étrangères. Et on ne peut pas dire que Raymond Poincaré, qui a dirigé la France de 1922 à 1924 en exigeant une application stricte du traité, soit parvenu à ses fins. Briand, qui hante depuis quelques mois déjà les couloirs de la Société des Nations à Genève en se faisant l'apôtre de la paix avec l'Allemagne, va donc ouvrir le dialogue avec les dirigeants allemands. Le 5 octobre 1925, un étrange balai parcourt la petite ville suisse de Locarno au bord du lac Majeur. On croirait vivre le début d'un film d'espionnage. L'Italien Mussolini arrive en voiture de course, l'Anglais Austen Chamberlain circule dans une Rolls-Royce rouge écarlate. La délégation allemande arrive en train, mais craignant un attentat de l'extrême droite allemande, descend une station avant Locarno. Briand et sa suite arrivent également en train, mais à Locarno cette fois. Tous se retrouvent autour de la table dans une salle ensoleillée de l'hôtel de ville, mais dans une ambiance glaciale. Le chancelier allemand, Luther, débute par un discours ennuyeux où il exprime ses doléances en insistant sur les nombreuses injustices que subit l'Allemagne depuis 1919. Mais d'un mot spontané, Aristide Briand brise la glace et lui lance « Ne continuez pas, vous allez tous nous faire pleurer ». Gustav Stresemann, le ministre des Affaires étrangères allemande, croise le regard de Briand et éclate d'un rire énorme. C'est la première fois que les deux ministres des Affaires étrangères se voient. Briand a réussi là l'exploit de dérider son homologue qui incarne le Prussien type jusqu'à la caricature. C'est un nationaliste au crâne rasé, un coup de taureau, un maintien strict et un sourire inexistant. Tout l'inverse de Briand, le grand artiste échevelé de la politique française, capable de coups de génie improvisés comme celui-ci. Entre Stresemann et Briand, la glace est rompue et les négociations peuvent commencer. Sur le papier, l'objectif est la reconnaissance par l'Allemagne du pacte rhénan, c'est-à-dire de ses frontières occidentales, incluant donc la perte de l'Alsace-Lorraine. Pour rassurer la France, la Grande-Bretagne et l'Italie s'engagent à garantir militairement le respect des frontières. Comme le souligne Gérard Ringet, avec qui on va échanger dans quelques minutes, le cadre enchanteur du lac aplanit les difficultés et on peut voir dans les petites auberges qui entourent le lac des menus qui annoncent des œufs froids en toute sécurité, des salades d'arbitrage. C'est de bon augure, car Briand, après avoir charmé le chancelier Luther dans un restaurant d'un petit village de pêcheurs au bord du lac, lui susurre ces quelques mots de sa tendre voix. « Vous êtes allemand et je suis français, mais je puis être français et bon européen, et vous pouvez être allemand et bon européen. Deux bons Européens doivent pouvoir s'entendre. » Le chancelier Luther n'y tient plus, et le 15 octobre, malgré les multiples pressions de ses collègues berlinois, il s'exclame « Qu'ils aillent au diable, je signe ». Bien entendu, personne n'est dupe. L'Allemagne s'en sort bien. Les Alliés acceptent d'évacuer Cologne en 1926, de dissoudre la commission de désarmement allemand en 1927 et proposent l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations. Pourtant, les accords de Locarno sont historiques et semblent annoncer l'aube d'une ère nouvelle en Europe. Le 8 septembre 1926 à Genève, l'Allemagne est accueillie en grande pompe à la SDN, ce qui vaut à Briand l'un de ses plus beaux discours qu'il termine en levant les mains devant son visage. Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix. L'ovation est indescriptible. Les délégués comme le public ont les larmes aux yeux et l'Allemagne rejoint enfin le concert des nations. L'éloquence de Briand a fait mouche encore une fois, même si certains la trouvent trop excessive, trop lyrique. Pourtant, Aristide Briand est une véritable rockstar mondiale de la paix et une icône de la SDN. La suite de sa tournée sera l'un des derniers grands rendez-vous de l'histoire de l'entre-deux-guerres, mais aussi la fin d'une courte embellie. Le 27 août 1928, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, les grandes se montrent dont les États-Unis s'apprêtent à signer le pacte Briand-Kellogg, du nom du secrétaire d'État américain Frank Kellogg. 57 pays,
vont signer ce pacte qui affiche l'ambition de mettre la guerre hors la loi. Vœu pieux, diront les mauvaises langues, et surtout pacte symbolique, car aucune sanction n'est prévue contre les agresseurs. Briand s'expliquera plus tard à la Chambre. Il a voulu lancer un message au peuple américain avec l'idée simple et claire, un peu mystique peut-être, de prendre la guerre au collet et de la présenter au peuple comme une criminelle. Le 5 septembre 1929, il récidive à Genève et évoque une sorte de lien fédéral entre les peuples d'Europe, avant de reprendre l'idée d'Édouard Herriot des États-Unis d'Europe. Mais les ministres des Affaires étrangères présents n'y croient plus et regardent avec obstination le fond de leur tasse à café, pour reprendre l'expression de Geneviève Tabouy dans 20 ans de suspense diplomatique. Pourtant, notre invité Gérard Inger s'émeut de relire l'un des derniers textes de Briand qui évoque déjà une Union européenne et un marché commun. On peut reprocher à Briand de manquer un peu de réalisme, mais pas de vision, à le croire. Bien sûr, Briand n'est pas dupe de réarmement allemand et de la montée du nazisme, mais jusqu'au bout, il a milité à tout prix pour une Allemagne européenne afin d'éviter de voir apparaître une Europe allemande. S'il a mené la seule politique possible, toujours d'après notre invité, dans le monde des années 20 et ne peut être assimilé à un pacifiste naïf, il l'a prouvé durant la Première Guerre. C'est l'homme de la loi de 3 ans et de Verdun. Et surtout, il n'a pas manqué de courage. En fait, c'est une politique difficile et délicate que celle de la paix, dira-t-il avec lucidité en 1926. Elle vous expose dans la pratique à bien de l'ironie et à bien des sarcasmes. Son échec à l'élection présidentielle du 13 mai 1931 à Versailles symbolise la fin de sa carrière. On l'a poussé à se présenter et Briand rentre à Paris dépité. « Mon entourage m'a fait faire une bêtise », confiera-t-il à son ami Louise Weiss, qui le raccompagne jusqu'à ses appartements du Quai d'Orsay. Sous l'une des voûtes du palais, un vieillard montait, seul, un escalier aussi dur et solennel que l'échelle du pouvoir. Point de courtisan, point de bruit. Il s'élevait lentement avec une telle détresse et une telle majesté vers l'empyrée de son destin que c'eût été le violer que de le suivre. Europe 1, historiquement vôtre. Gérard Inger, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Aristide Briand fait partie des 20 grands diplomates présentés dans un livre du même nom, ouvrage collectif dirigé par Hubert Védrine, notre ancien ministre des Relations extérieures, qui vient de paraître aux éditions Perrin. On y croise Mazarin, Talleyrand ou encore Kissinger. Pourquoi Briand, dont vous signez le portrait, avait-il sa place dans cet ouvrage ? Vous l'avez bien montré, Stéphane, Briand est un diplomate né, capable de comprendre le point de vue de l'adversaire et donc de s'y adapter pour trouver le compromis. Il l'a montré en 1905, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il connaît l'Église, c'est un Breton, donc il sait que sa région est largement catholique, lui-même est libre penseur, voire athée, mais peu importe. Et il sait donc qu'une bonne partie de la population française est attachée à l'Église. Et donc, il sait jusqu'où il peut aller, malgré une opposition farouche du pape. Et donc, il impose un certain nombre de choses à l'Église, notamment la séparation pure et simple de l'Église et de l'État, mais il ne l'humilie pas. Il est prêt à lui confier la responsabilité de tous les bâtiments ecclésiastiques. Il refuse les propositions de l'extrême gauche qui voulait supprimer les croix dans les cimetières. Bon, donc il est au milieu. Il rappelle aux catholiques que s'ils n'acceptent pas sa loi, eh bien, ils auront bien pire s'ils ne lui font pas confiance. Et finalement, bon gré mal gré, malgré l'attitude du pape, les catholiques finiront par accepter la loi. En quoi Aristide Briand incarne-t-il le parlementaire, l'homme politique typique de la Troisième République ? Justement, par son sens du compromis, par ses antennes politiques, il est tout à fait capable de s'entendre avec des gens de gauche qu'il a quittés en 1905 et des gens de droite qu'il ne rejoindra jamais. Et donc, il est tout à fait à même de concilier les différents points de vue. C'est pas pour rien qu'il sera à la tête de 13 gouvernements
entre 1909 et 1930, et un nombre incalculable de fois ministre. Notamment, il sera ministre des Affaires étrangères de manière continue de 1925 à 1931 dans différents gouvernements. Rien ne prédestinait Aristide Briand à devenir diplomate. C'est par ces mots, Gérard Ringer, que s'ouvre le chapitre que vous lui consacrez dans Grand diplomate. Quel est le milieu d'origine d'Aristide Briand? Qu'est-ce qui l'a amené, lui, à s'engager en politique, d'abord à gauche, si j'ai bien compris? Il est originaire d'un milieu très modeste. Son père tient un café chantant à Nantes et à Saint-Nazaire, un cafeconce en fait, ou un beuglant comme on disait à l'époque. Et sa mère était lingère dans un château des environs. Donc un milieu très modeste. Et cela amène Briand à avoir des positions politiques très à gauche, tenté un moment par le boulangisme, mais pas plus que ça. Et il rejoint la mouvance socialiste. Et il est à l'origine, avec Fernand Pelloutier, le fondateur des Bourses du Travail, de l'idée de grève générale, c'est-à-dire de l'arrêt total des travailleurs pour paralyser le système capitaliste. Ça n'a jamais eu de vraie réalité, sauf une fois en Allemagne, au moment d'une tentative de putsch en 1920. Mais tout ça ancre largement à gauche Briand, qui va rejoindre Jaurès et qui va devenir son adjoint jusqu'en 1905. J'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez à l'instant, qui est sa loi sur la séparation des églises et de l'État. Près de 120 ans après sa promulgation, la notion de laïcité revient sans cesse dans le débat public. Quelle vision il avait, lui, de la laïcité? Quel est l'esprit de la loi de 1905? On voit qu'aujourd'hui, certains aimeraient la distordre un petit peu. Pour lui, la loi de 1905, c'est la liberté pour l'Église d'agir comme elle l'entend, en dehors de l'État, et la liberté pour l'État d'agir comme il l'entend, en dehors de l'Église. Il sépare deux données qui étaient rassemblées depuis Philippe le Bel, sinon avant, que Napoléon, premier consul, avait rapproché encore avec le Concordat. Lui considère, comme l'essentiel de la gauche, qu'il faut séparer l'Église de l'État. Ça ne veut pas dire persécution. La séparation n'est pas la persécution de l'Église. L'Église est libre de faire ce qu'elle veut, mais ce que Briand refuse, c'est le cléricalisme. Il ne veut pas que l'État soit soumis aux prêtres et aux différents évêques ou cardinaux. Briand fait son entrée à l'Assemblée nationale en rejoignant les bancs socialistes. Comment vont évoluer ses relations avec Jean Jaurès, qui lui-même est le fondateur du Parti socialiste? Elles vont évoluer mal. Briand a beaucoup aidé Jaurès pendant plusieurs années. Il a été effectivement la cheville ouvrière du Parti socialiste de Jaurès. Mais Briand n'apprécie pas plus que ça la fusion des différents partis socialistes au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, parce que celle-ci suit plutôt les thèses des adversaires de Jaurès, notamment Jules Guesde, que celle de Jaurès et de Briand. Et à un moment, quand on lui propose une première fois de devenir ministre, il pose la question à Jaurès, qui lui dit de refuser. Briand refuse. La deuxième fois, quand on lui propose de devenir ministre, il choisira lui-même et il deviendra ministre. En 1913, peu avant l'éclatement de la Grande Guerre, Briand, qui est désormais président du Conseil, propose d'allonger la durée du service militaire à 3 ans, aux grandes dames de son camp, la gauche pacifique. Vous le qualifiez d'homme de paix et non de pacifiste, justement. Vous faites la différence. Ah oui, tout à fait, il faut la faire. Briand poursuit la paix, indéniablement, mais pas à n'importe quel prix. La preuve, c'est qu'il fait voter une loi qui rallonge le service militaire pour que la France puisse aligner autant de soldats que les Allemands. Il accepte, puisque c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France, il accepte que la France soit en face de l'Allemagne et combatte l'Allemagne. Et même pendant la période où il est qualifié de pèlerin de la paix, et il essaye de négocier avec les Allemands, il vote toujours les crédits militaires. Donc la paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. On ne se couche pas devant l'adversaire. Durant la Première Guerre mondiale, Briand, en tant que ministre des Affaires étrangères, prépare le terrain pour Clémenceau. C'est en tout cas ce que vous écrivez dans Grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, Gérard Ringer. L'histoire n'a pas suffisamment retenu la leçon de Briand pendant la Grande Guerre. Comment vous l'expliquez ?
Oh, simplement par le fait que c'est Clémenceau qui a conduit le pays à la victoire, ça c'est parfaitement indéniable, que Clémenceau a mis toute son énergie à un moment où le pays flanchait en 1917, avec les mutineries, avec la lassitude. Clémenceau a su redonner le moral au pays et il l'a amené à la victoire. Mais cette victoire, elle avait été préparée notamment par Briand, qui a préparé le terrain pour l'instauration d'un commandement unique qui sera finalement confié à Foch un peu plus tard, commandement unique des armées alliées. Il a créé l'armée de Salonique, qui avait pour but de prendre les Allemands et les Austro-Hongrois à revers. Il a fait entrer la Roumanie dans la guerre. Il a largement assumé sa part de résultats. Il a su se séparer également de Joffre, qui en 1916 devenait encombrant beaucoup plus qu'un chef d'état-major qui était le vainqueur de la Marne, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui n'était plus à sa place à ce moment-là, fin 1916, début 1917. Dans mon récit, j'ai donné tout à l'heure un exemple des relations assez étonnantes entre Briand et Clémenceau. Comment vous les qualifieriez-vous ? Au début, elles étaient très bonnes, mais Briand a refusé de suivre Clémenceau, qui voulait en 1913 imposer son président de la République, un dénommé Pams, et Briand soutenait Poincaré. Et Poincaré a été élu aux grandes dames de Clémenceau. À partir de là, les relations se sont complètement détériorées et les deux hommes se sont détestés. Comment vous définiriez la politique extérieure que Briand entend mener après l'armistice de 1918 ? Il veut mettre, dit-il, la guerre hors la loi, c'est ça ? Non, je crois qu'il faut d'abord voir que l'obsession de Briand, c'était d'assurer la sécurité de la France. Or, le traité de Versailles assurait la sécurité de la France parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont promis de soutenir la France si elle était agressée par l'Allemagne, mais les Américains qui n'ont pas signé le traité de Versailles ont donc fait sauter la garantie américaine et les Anglais ont fait de même. Donc la France se trouvait seule à nouveau face à l'Allemagne en réclamant à la fois la sécurité et les réparations. Or, Briand a compris que les réparations, c'était quelque chose d'illusoire, parce que où l'Allemagne était appauvrie, dominée, et elle était incapable de payer un montant énorme de réparations, ou bien elle était forte et puissante, elle pouvait payer les réparations, mais le danger pour la France était énorme. Donc, ce qui importait à Briand, c'était la sécurité et les traités de sécurité avec la Grande-Bretagne notamment. Il allait l'obtenir en 1922 à Cannes, vous l'avez cité, mais ça n'a pas marché, le Parlement français a refusé, et il est revenu à la charge en 1925 avec Le Carnot. Ce qui lui importe à ce moment-là, c'est que la Grande-Bretagne et accessoirement l'Italie garantissent la sécurité de la France. Mais dès 1924, Briand se construit l'image de pèlerin de la paix et montre une certaine maîtrise de sa communication, et ce notamment en se faisant photographier dans sa propriété de Cocherel en pêcheur à la ligne, c'est ça ? Exactement, parce qu'il estimait que il avait le sens du marketing et de la communication, Briand. Il cherchait à se construire un personnage et il s'est dit que pèlerin de la paix, c'était pas mal. Et donc ça l'a amené effectivement à aller très souvent à Genève, où il appréciait les cocktails, le monde cosmopolite et les jolies femmes qu'il y avait là-bas. Et donc, il s'est construit cette image. Pèlerin de la paix, pêcheur à la ligne, comme il prétendait l'être, alors qu'il n'a jamais vraiment pêché à la ligne. Peu importe, l'essentiel était de construire cette image. Pour vous, quelle est la plus grande victoire d'Aristide Briand dans les années 20 ? C'est justement d'avoir assuré la sécurité de la France en amenant l'Allemagne à reconnaître qu'elle a perdu l'Alsace-Lorraine, qu'elle ne pourra pas envahir à nouveau la France et la Belgique, et d'avoir établi des relations avec Stresemann et l'Allemagne, des relations de confiance qui permettent l'entrée de l'Allemagne à la SDN, et puis essayer d'aller plus loin et de bâtir une Union européenne. Malheureusement, en 1929, Stresemann meurt, et le 24 octobre 1929, c'est le crack de Wall Street qui va entraîner la ruine de l'Allemagne et de l'Autriche et conduire au nazisme. Dans les années 30, l'œuvre diplomatique d'Aristide Briand elle-même s'écroule.
Lui meurt en 1932, 2 mois seulement après avoir quitté ses fonctions gouvernementales. Et vous écrivez qu'après 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, son action diplomatique, elle, commence à être décriée. Qu'est-ce qu'on lui reproche, au fond ? Justement, on lui reproche parce qu'on oublie les circonstances. On dit, mais Briand, il a été naïf, il croyait à la paix avec l'Allemagne, alors que le militarisme allemand était toujours là, etc. Oui, il n'a pas été naïf, Briand. Entre 1925 et 1929, ce qu'il a voulu fonctionne, ça marche. Il y a une véritable paix entre la France et l'Allemagne. Les intellectuels des deux pays se rencontrent, les catholiques des deux pays aussi, les hommes d'affaires également. Pour préparer ce qui deviendra plus tard la CECA, on crée un cartel franco-allemand, luxembourgeois, belge pour le charbon et l'acier. Donc tout ça commence à fonctionner. Malheureusement, la crise de 29 a tout mis par terre. Ces 20 personnalités présentées dans le livre Grand diplomate, parmi lesquelles Aristide Briand figure donc, incarne pour Hubert Védrine l'action pour l'équilibre entre les nations européennes. Est-ce qu'on assiste à la fin de cet équilibre et ces personnages ont-ils été les derniers feux d'un monde que l'on voit disparaître ? Jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est ce que dit Hubert Védrine avec raison, on peut encore croire à un certain équilibre du monde. Après 1945, c'est la guerre froide avec deux puissances qui dominent, mais qui savent négocier, États-Unis et Union soviétique. Après la chute du mur de Berlin, c'est l'hyperpuissance américaine qui domine le monde pendant 10-15 ans, mais ensuite, le monde devient multipolaire, avec chaque pays qui cherche à obtenir les avantages territoriaux, politiques ou économiques qui correspondent à ses intérêts, avec l'opinion publique qui se mêle d'affaires étrangères, ce qu'elle ne faisait dire avant, au travers des réseaux sociaux, avec une transparence qui est nuisible aux accords diplomatiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le chaos que l'on connaît avec la Russie qui attaque l'Ukraine, avec le conflit du Proche-Orient, avec la Chine qui veut s'ériger en égal des États-Unis. Donc, le monde a changé, oui. Merci beaucoup, Gérard Ringer, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Aristide Briand. Je rappelle que Grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, ouvrage dirigé par Hubert Védrine, auquel vous avez collaboré et publié aux éditions Perrin. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.